J'ai eu la chance d'être pigé en dernier, donc c'est bien, j'ai le mot de la fin. Ou finalement pas du tout, parce que vous passez tous après moi, c'est vrai. Non, ça ne marche pas. Alors, problème de technique ou problème de chaussures? D'abord, il y a une tonne d'écoles à travers le monde, et il y en a beaucoup aux États-Unis, qui proposent des cadres assez fermés sur la technique de course. Il y a une panoplie de livres qui ont été publiés sur la technique de course, et souvent, on fait ressortir la bonne de la mauvaise technique. Et quand on parle de la bonne et de la mauvaise technique, c'est toujours en rapport avec deux choses. Courir plus vite et sans blessure. Alors, le classique aux États-Unis, c'est « run faster, injury-free ». C'est vraiment les deux mots-clés, en fin de compte, qu'on véhicule pour enseigner aux gens une technique de course quelconque. Je vais me concentrer plus sur la prévention des blessures, vu que je suis un physiothérapeute de profession. Quand on parle de prévention des blessures, la technique de course est une minuscule petite part dans le puzzle. Il faut d'abord et avant tout, si vous voulez prévenir les blessures, quantifier votre stress mécanique. Doser, être progressif. La technique répond à une petite partie de ce puzzle. Première chose. Quand on parle de la technique elle-même, il y a toutes les observations qu'on a pris l'habitude, les professionnels de la santé, de faire dans le plan frontal. Et je parle ici de la pronation, du genou valgus, du drop du bassin, pour lequel les kinés, les podos et l'ensemble des professionnels de la santé sont friands. On observe ces choses-là pour les corriger et on les a associées pendant de nombreuses années aux pathologies et je suis désolé de vous dire qu'on s'est égaré. Sortez du plan frontal et allez plus regarder le plan sagittal. Alors, quand je parle du plan sagittal, je parle entre autres d'évaluer, par exemple, l'angle pied-sol au niveau du pied. On parle, par exemple, de combien loin en avant du centre de gravité on va porter la jambe et comment le genou va interagir dans son amorti. Est-ce qu'il est plié? Est-ce qu'il amortit le choc ou pas? Et je pourrais rajouter plein d'autres caractéristiques comme la verticalité du tibia et ainsi de suite. Pourquoi parler un peu plus du plan sagittal? Parce que ces facteurs cinématiques sont beaucoup plus corrélés à la vitesse de la force d'impact, le bruit que vous allez faire quand vous allez courir. Il y a des corrélations, des études de corrélation directe entre ces paramètres-là, exemple l'angle pied-sol et la vitesse de la force d'impact. Si je me concentre sur cette fameuse vitesse de la force d'impact, il y a de plus en plus d'études intéressantes qui sont publiées, mais je vous citerai les deux revues systématiques sur le sujet avec beaucoup d'études rétrospectives, 3 études prospectives de bonne qualité qui ont montré cette corrélation qui existe entre le vertical loading rate, la vitesse à laquelle vous appliquez la force, et non pas la force totale appliquée sur le plancher. Donc ça, c'est une chose essentielle. Dans tous les paramètres biomécaniques, c'est celui qui est le plus prometteur actuellement. C'est celui qui, dans la densité de gris, est le plus foncé pour nous donner un lien avec les pathologies. Si on veut réduire cette vitesse de force d'impact, on peut augmenter les comportements de modération d'impact du corps humain lui-même. Essayez d'agir comme un ressort quand on arrive au sol, d'amortir le choc, plutôt que d'être une masse qu'on déplace et qui percute le sol. Et je ne vous ai pas encore dit qu'il fallait attaquer sur l'avant-pied, parce qu'il est possible d'amortir le choc en continuant d'attaquer du talon. Mais le choc doit se prendre à quelque part. Donc, si vous ne le prenez pas en cheville, vous allez devoir le prendre davantage en genou. Il y a 4 choses qui sont amenées par la littérature, vraiment prometteurs et une abondance de science sur les sujets, sur comment on peut réduire cette vitesse de force d'impact. La première, c'est la plus efficace, c'est de courir sur la pointe des pieds. On a fait une belle petite étude avec un groupe de Français, entre autres, Giandolini, il y a quelques années. L'attaque avant-pied est celle qui est la plus efficace pour modérer les forces d'impact. Mais c'est aussi la plus dangereuse. Et probablement que je rejoins Cyril là-dessus. Courir sur l'avant-pied augmente les contraintes de façon importante sur la chaîne postérieure, tendon d'Achille-mollet. Et si jamais vous voulez intégrer cet aspect technique, vous devez le faire de façon très graduelle. Je le fais très rarement dans ma pratique. Je vais utiliser d'autres interventions qui sont beaucoup plus sécuritaires, comme augmenter la cadence du pas de course, faire des pas plus courts pour une même vitesse qui va réduire le stress non seulement sur le genou, la hanche et le dos, mais sur même le pied et l'ensemble des tissus du corps humain. La mieux démontrée actuellement, c'est probablement de faire moins de bruit, surtout avec la petite étude dont je vous ai parlé, de l'étude de Chan publiée il y a 4 semaines, une étude prospective du groupe de Iron Davis à Boston, où ils ont suivi pendant 1 an. En fin de compte, ils ont fait 8 sessions d'apprentissage pendant 2 semaines où les gens ont appris à courir en modérant les vitesses de force d'impact.
Donc, ils avaient un visual feedback. En gros, je synthétise, ils essayaient de faire moins de bruit quand ils couraient. Ils les ont suivis après ça pendant 1 an, sans nécessairement faire des rappels sur la biomécanique. Et après 1 an, il y avait une réduction du risque de blessure de 62 % dans cette étude-là. Mais il y en a d'autres qui ont été publiés aussi sur le sujet. Mais je vais vous parler du numéro 4, celui qui est le plus durable dans le temps. Vous voulez réduire votre force d'impact, vous voulez développer de façon inconsciente des biomécaniques plus protectrices, enlevez vos chaussures. Si vous ne les enlevez pas, portez au moins des chaussures qui sont d'une moins grande interférence entre le pied et le sol pour s'assurer, en fin de compte, que vous développiez un peu plus de mécanismes d'absorption intrinsèques. Et je ne parle pas encore ici spécifiquement de la pose du pied au sol, quoique c'est une manière que certaines personnes ont d'amortir le choc au sol. Le lien entre la biomécanique et ce qu'on observe et la chaussure, c'est-à-dire la chaussure et ce qu'on observe au niveau biomécanique, c'est très, très clair. Il y a 2 revues systématiques qui ont été faites. Il y a une unanimité dans la science. Moins vous avez de chaussures et plus vous vous approchez du pied nu, plus vous allez avoir des meilleurs comportements de modération d'impact. Plus votre chaussure elle est grosse, plus vous allez attaquer du talon, plus vous allez réduire la cadence et plus vous allez augmenter la vitesse de la force d'impact. Je ne vous parle pas de 1 ou de 2 articles, je vous parle de nombreux articles sur le sujet. Et là, il y en a qui ont peur de la chaussure minimaliste, il y en a qui ont peur de se blesser avec la chaussure minimaliste, et c'est là tout le problème, on en a déjà un peu débattu. Mais pour vous donner 2 petites diapos sur ce qu'on connaît actuellement de la science sur la chaussure versus les blessures. Ça, c'est les 4 études qui ont été publiées. En fin de compte, celle de Knappich, c'est 7000 militaires dans 3 études différentes. Mais c'est donc 7 études qui ont essayé de regarder dans quelle mesure les technologies amortissantes et antipronateurs installées dans les chaussures, qu'on vous vend partout, sont plutôt efficaces ou nuisibles. Et actuellement, on est incapable de statuer. On est en plein milieu du curseur, ça ne change absolument rien. Sur l'incidence des blessures, ça ne change rien. Est-ce que c'est nuisible? Probablement pas tant que ça si on prend les technologies une par une seulement. Par contre, quand on regarde les débutants, on constate que les débutants devraient commencer avec des chaussures plus minimalistes et qu'ils vont avoir moins tendance à se blesser. Une belle petite étude de Malissou là-dessus. À l'inverse, dans le même sens plutôt, ceux qui sont habitués à courir avec des chaussures plus minimalistes, sur du long terme, se blessent moins que ceux qui sont habitués à courir avec des chaussures maximalistes. On n'a pas des études de très haute qualité, mais on en a quand même une dizaine sur le sujet qui nous donne un curseur vers la tendance minimaliste quand on commence la course à pied ou quand on est habitué à une ou l'autre des chaussures. À l'inverse, on a à peu près le même niveau d'évidence pour l'inverse. Si vous êtes habitué aux grosses chaussures et vous transférez vers la chaussure maximaliste, traditionnelle, celle qui est vendue pour 90-95 % des Français, si vous transférez de cette chaussure technologique moderne vers une chaussure plus minimaliste, vous augmentez le risque de vous blesser. Et vous augmentez le risque de vous blesser surtout si vous faites des transitions de 10 semaines, de 12 semaines. Et par contre, aucune différence si la transition est prolongée à 6 mois. En fait, actuellement, on a, en fin de compte, un élément essentiel dans le changement de chaussure qui est « soyez progressif ». Et plus vous allez aller vers des indices minimalistes élevés, plus vous devrez prendre de temps dans votre transition. L'ensemble des études sur le sujet nous montrent que ça prend à peu près 1 mois pour chaque 10 % d'indices minimalistes. Vous êtes habitué à courir avec une Nimbus de ASIC, vous désirez aller vers une chaussure de 70 %, ça peut vous prendre jusqu'à 6 mois de transition entre les 2 chaussures. Donc, pour synthétiser, je vous dirais minimiser l'interface, première chose, pour des effets durables dans le temps, et courez. Parce qu'on sait que la répétition de la gestuelle va affiner votre technique pour qu'elle devienne plus sécuritaire et plus efficace. Donc, courez souvent. Et je vous dirais que si vous voulez faire des changements sur votre biomécanique, il y a 2 concepts sur lesquels on ne peut pas passer à côté. Faites un peu moins de bruit et faites des plus petits pas. Très bien, merci. Solarberg. Je suis grandement d'accord avec ce qu'a dit Blaise. Je constate la même chose dans mes ateliers. On conseille vivement la progressivité. Alors, je ne sais pas si la remarque sur le plan de 12 semaines concerne mon livre, mais je la prends comme telle. Mais dans le livre, en effet, il y a un plan de transition sur 12 semaines.
Mais je rappelle que c'est un plan totalement indicatif, donc il y a des étapes à respecter. Donc pour certains coureurs, ça va se passer rapidement. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus long. Il y a en effet une corrélation certaine entre la chaussure et les blessures et la biomécanique. Maintenant, je pense qu'on revient un peu au début du débat sur le choix de la chaussure. La chaussure, elle doit être adaptée au coureur. Donc, adapter la chaussure par rapport à votre technique. Si vous avez une technique un peu comme celle qu'a décrit Cyril, ne passez pas tout de suite à des chaussures minimalistes parce qu'en effet, vous risquez vraiment de vous faire mal. Inversement, si vous voulez aller vers une technique qui est plus proche de celle de la course, plus sur l'avant-pied, vous allez être handicapé, vous êtes un petit peu gêné par une chaussure qui sera trop maximaliste. Ceci dit, quand même, à titre d'épilogue, on peut le dire, mais si vous regardez les coureurs élites, vous allez voir qu'ils ont pour la plupart une très bonne biomécanique et pour autant ils ont des chaussures qu'on va appeler relativement maximalistes. Donc la technique est quand même fondamentale, la chaussure reste quand même un outil et si vous avez une bonne technique, vous avez tendance à vous adapter à la chaussure. Voilà. Très bien, merci. Cyril. Alors dans la question, est-ce que c'est une notion de foulée, puis est-ce qu'on peut agir sur la foulée, est-ce que c'est une notion de chaussure? Finalement, dans les théories de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'approche cognitiviste et puis l'approche écologique. C'est-à-dire je change quelque chose dans l'environnement et ça va changer mon comportement, c'est un changement émergent, ou alors un technicien qui pense avoir compris dit c'est ton genou qu'il faut amener comme ça ou c'est ton pied qu'il faut amener comme ça. Donc ces théories, elles existent un petit peu partout, elles ont des incidences positives parfois, négatives d'autres fois. Je suis assez partisan aussi des théories écologistes, mais parfois on est obligé de venir amener sur un point précis pour passer un cap. Donc ça, c'est le premier point dans la discussion. Je suis d'accord. Le deuxième point qui avait à voir avec les chaussures, mais là on pourrait épiloguer sur telle étude et puis telle étude. Il n'y a pas tant de publications que ça. Giannolini, que tu donnais, puisque tu étais aussi dans les auteurs, typiquement, on ne montrait pas de corrélation entre les types de chaussures que je portais habituellement et puis les douleurs de genoux. Et puis, elle n'est pas la seule. Donc, c'est le deuxième point, c'est à peine plus modéré, il me semble. Le fait de dire à tout le monde d'aller vers moins d'interfaces est discutable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en discute. Le troisième point, où je reviens sur ce que tu disais finalement, quand on regarde ce que font les sportifs de haut niveau en général, ou alors des sportifs qui ont l'habitude de courir, ils ont plusieurs paires de pompes. Et selon comment ils se sentent, selon ce que va être le type de séances qu'ils vont faire, si c'est des séances plus rapides, je mets plutôt les racers, et puis si c'est des séances plus longues, plus tranquilles, je vais mettre plutôt des chaussures qui sont plus amorties. Et donc je deal déjà toujours entre mon environnement interne et puis l'environnement externe. Si on interroge de nouveau les personnes qui étaient obligées d'être en schéma plutôt racer, c'est-à-dire les coureurs des années 60 et puis 70, pardon, je vis en Suisse, donc des années 70, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? À partir de 60-70 km, avec mes chaussures non amorties, j'arrive plus à continuer à courir. Et donc, c'était du coureur qui courait principalement dans le bois, pas sur la route. Et aujourd'hui, quand on les interroge et qu'on leur dit « mais qu'est-ce que vous pensez alors de ces gens qui viennent de plus en plus minimalistes à aller courir sur la route ?» Ils disent « mais nous, on ne comprend pas. » On avait en fait ce problème, on a dû s'en sortir et on voit qu'ils reviennent dans cette situation. Voilà, donc peut-être sur l'ensemble, et le dernier point qui est la notion de faire moins de bruit, ça il est clair que c'est une indication, pour moi il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, du fait qu'à un moment donné, si vous faites du bruit, il y a quelque chose qui vibre. Ce quelque chose qui vibre renvoie vers un moment où il y a une incohérence, un problème que vous pouvez être en train de vivre. Alors comment aller résoudre ce problème? Est-ce que c'est un peu plus sur l'avant ou un peu plus sur l'arrière avec de la flexion? Ça, c'est deux options qui sont réalisables et qu'il faut voir au cas par cas. Merci Cyril. Frédéric? Mon Dieu. Alors, en vrai, je te remercie Blaise d'avoir mis... Ouais, t'as un slide. Ouais. Alors attends, hop. Non, je vais pas dans le bon sens. Ok. Alors vous allez vous remettre debout. Allez. Ah là c'est difficile, il y en a, ils ont du mal. Ils étaient en train de commencer la nuit là. Alors on avait commencé ensemble debout, on va finir ensemble debout. Je vais vous demander de mettre les deux pieds parallèles.
Vous allez me soulever l'avant-pied du pied droit. C'est bon tous? Vous allez tous me faire une petite éversion du pied. Ça marche? Éversion du pied, c'est le pied qui regarde vers l'extérieur, pour ceux qui ne sont pas du métier. Mais votre genou, il va toujours regarder devant. Donc vérifiez que votre genou, il regarde devant. Moi, j'ai mon pied qui regarde dehors. Maintenant, vous allez me remettre le pied dans l'axe, non pas en faisant une inversion au niveau du pied, mais une rotation interne au niveau de la hanche. Et vous posez votre pied au sol. Donc vous avez de nouveau les deux pieds parallèles, mais si vous faites quelques mouvements de flexion-extension, comme je suis en train de faire, vous allez remarquer qu'il y a un genou qui a tendance à regarder à l'intérieur par rapport à l'autre. Et vous allez me remettre le genou dans l'axe. Et refaites-moi 2-3 mouvements de flexion-extension. Et là, qu'est-ce que l'on perçoit? On va percevoir des tensions au niveau du genou droit, au niveau, chez certains, du tenseur du fascia lata à droite. Et ça, c'est ce qu'on appelle un défaut de pied éversé. Et c'est que la tension parcourt le corps différemment en fonction... Vous pouvez vous rasseoir. La tension parcourt le corps différemment en fonction de la posture que vous adoptez. L'image que nous a montrée Blaise, c'est une personne qui est en train de courir sur une route. Maintenant, et c'est une question que j'ai posée tout à l'heure, mais personne n'a répondu, c'est « Pourquoi tu cours ?» Je vous ai répondu. Il faut savoir que la course à pied chez moi, au départ, c'est je détestais courir. Et puis professionnellement, j'ai été contraint à la course à pied et je suis issu plus du monde du ski alpin. Ski alpin, ski de fond, biathlon, freestyle. Voilà la patientèle que j'avais au départ. Maintenant, ce défaut de pied, si vous êtes un skieur, vous êtes obligé de corriger l'orientation de votre pied parce que vous ne pouvez pas skier avec un pied qui est ouvert par rapport à l'autre. Vous êtes obligé d'avoir les skis parallèles. C'est-à-dire que votre skieur, quand il chausse ses pieds avec un pied pronateur, il va chausser avec ses défauts posturaux et il va être obligé de corriger car l'entraîneur va lui dire « tu as un genou qui rentre, mets-le-moi dans l'axe ». Et là, on va générer des tensions au niveau du corps. Maintenant, si vous prenez ce même coureur, mais vous le faites courir sur un terrain technique qui nécessite des ressources biomécaniques supplémentaires, c'est-à-dire un sentier qui est étroit, qui présente des creux, des bosses, qui est très sinueux, il va devoir, par moment, reposer son pied parallèle à sa trajectoire. Et la tension que vous avez ressentie, c'est la tension que ça va générer au sein de son organisme. Ça veut dire qu'en fonction du milieu dans lequel il est en train de se déplacer, eh bien, sa posture va avoir une incidence. Si vous poursuivez ce test-là en faisant un test d'équilibre sur votre jambe, vous verrez que c'est déstabilisant également. C'est-à-dire que c'est un facteur de chute. Donc la posture a une influence qu'aujourd'hui, les études avancées par nos collègues ici présents ne mettent pas en exergue. Si vous prenez encore un cas différent, c'était il y a 10 jours, je crois, à Lyon avec un tennisman, coup droit. Il se déplace facilement lorsque la balle va au-delà de lui. Si coup droit, il est obligé de reculer, il pose son talon au niveau du pied gauche. Ce qui fait qu'il fait un coup droit avec une rotation externe au niveau du membre gauche. Et bien là, pareil, c'est un défaut technique qui va générer une tension supplémentaire au niveau du tenseur du fascia lata à gauche. Pareil, cette subtilité-là va sortir ou va apparaître seulement si l'adversaire le fait jouer dans cette configuration-là. Subtilité qu'une étude globale ne mettra pas en exergue également. Donc ce sont ces finesses, on va dire, sur l'influence de la posture, sur la circulation des contraintes au sein de l'organisme. Merci. Fred. Cyril. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on est tous d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je vois, le fait de dire qu'il y a des moments où il y a des incohérences chez les gens, ça passe. Jeptou, par exemple, qui est une coureuse qui fait quand même médaille d'argent aux Jeux Olympiques sur marathon,
qui a un valgum de genou plus, pour elle, ça passe. Et on est d'accord que pour un certain nombre de personnes, ça passe pas. Et que quand ça passe pas, on essaie de faire en sorte que ça corrige. Et qu'on voit qu'il y a des gens, quand on leur demande l'extension, ils corrigent automatiquement. Et puis il y a des gens qui corrigent plutôt avec un schéma de flexion. Donc le fait de trop sortir de l'axe ou le fait d'avoir un souci de talon, extension, on est tous d'accord pour le fait de dire que là, il y a une interaction à avoir avec un professionnel de santé, avec quelqu'un qui est un coach, et puis qui puisse guider pour que ça aille mieux. Alors, je vais me faire rabat-joie parce que tous les professionnels de la santé dans la salle ou presque ne seront pas d'accord avec moi, mais ils vont être d'accord avec toi. On a recherché ces asymétries, on a recherché ces particularités biomécaniques comme le genou valgus de Jeptou, et que l'ensemble des études prospectives et les revues systématiques sur le sujet actuellement n'arrivent pas à nous montrer clairement que c'est en lien avec les pathologies. Et pensez-y, je suis noir africain, j'ai le pied plat depuis toujours, mon père a les pieds plats, mon grand-père a les pieds plats, et un jour, il y a des gens qui se sont dit les pieds plats, c'est pas normal. Et le genou valgus de Prisca Jeptou, elle est pleinement adaptée. Donc, quand on dit pour certains ça passe pas, on n'en a aucune espèce d'idée. En fait, la particularité anatomique, elle est potentiellement un facteur de risque aux blessures si elle est nouvelle, c'est-à-dire si elle a apparu récemment et qu'on n'y est pas adapté. Je ferme cette parenthèse sur la biomécanique. Fred, tu es trop philosophe pour moi, je n'ai pas tout suivi, mais... je veux juste, Cyril, tu as mentionné le fameux, les racers, les chaussures de compète versus les chaussures amortissantes. Il y a une pratique vraiment chez les coureurs, et tous les coureurs ici probablement ont cette pratique-là. Ils vont porter leurs chaussures de compétition pour les courtes distances, ils vont faire des intervalles, 400 mètres, 1000 mètres avec leurs petites chaussures fines, minimalistes, et puis après ça, ils vont faire de leurs grosses sorties, leurs longues sorties avec des grosses chaussures. Et moi, je me souviens que j'étais au championnat du monde comme kiné avec l'équipe canadienne et j'avais mon équipe canadienne qui était là et c'était le début où on se questionnait sur les chaussures en 2003 et j'avais la moitié de mon équipe qui avait des grosses chaussures pour aller faire le réchauffement avant leur championnat du monde. Hein. Ils avaient, et il y avait l'autre moitié qui était déjà dans des chaussures un peu plus minimalistes, donc des light trainers, des semi-compètes. Et je leur pose la question à ceux qui ont les grosses chaussures, mais pourquoi vous courez avec ça? Et ils savent que je parle de minimalisme et tout. Alors, pour me piéger, ils me disent, mais c'est parce que tous les meilleurs au monde, c'est ça qu'ils font. Et là, il y avait l'équipe kenyenne qui était à côté de nous. Ils étaient tous en énormes chaussures. Alors là, je suis allé voir les Kenyans, puis je leur ai posé la question, mais les gars, pourquoi vous partez votre échauffement? Pourquoi vous vous entraînez avec ces chaussures-là? Et ils n'en avaient aucune espèce d'idée. Ils n'en avaient aucune espèce d'idée. Ce qu'on a fait actuellement, c'est qu'on a créé des normes au niveau de la chaussure, non pas par préférence. Je viens du monde de l'athlétisme. On nous enseignait à porter des grosses chaussures pour aller faire nos jogging et on portait des minimalistes quand on faisait nos compétitions ou nos intervalles. Et je suis tellement devenu dépendant de ça que j'arrivais plus à me sortir de mes grosses chaussures. Par la suite, quand on faisait nos entraînements de cross où on portait nos spikes, on les portait maximum une fois par semaine. Parce que plus que ça, on sait que ça nous démolissait. Et là, on arrivait en compétition, on faisait notre compé, ça nous prenait 3 jours à récupérer. Après ça, j'ai coaché des gars dans les chaussures et dans l'entraînement, etc. Et ce qu'on a fait, c'est le contraire. On a dit, on va augmenter graduellement le temps passé en chaussures plus minimalistes et tu vas faire l'ensemble de tout ton entraînement avec ces chaussures-là et tu vas devenir moins dépendant de cette modalité de protection et pleinement adapté à des chaussures qui te protègent moins le pied. Peut-être plus dépendant de tes chaussures minimalistes aussi. Excuse, répète. Peut-être plus dépendant de tes chaussures minimalistes. On peut devenir plus dépendant aux chaussures minimalistes? Il me semble, oui. Tu as totalement raison, parce que si tout d'un coup, demain, j'ai oublié mes chaussures à l'entraînement et que j'enfile des chaussures maximalistes d'un collègue, je suis complètement désadapté. Et non seulement je vais me blesser psychologiquement, mais en plus, je vais me blesser physiquement parce que ça va altérer ma mécanique de course. Tu vas te blesser psychologiquement. Exactement. Mais je veux relancer une autre question. C'est que quand je regarde les gars qui font de l'athlétisme, ils s'en foutent de s'entraîner avec des grosses chaussures dans leur volume d'entraînement parce que sur piste, ils s'entraînent spécifiquement avec les chaussures avec lesquelles ils performent. Mais je vois des marathoniens qui sont incapables de porter les chaussures avec lesquelles ils savent qu'ils sont plus performants. Leurs chaussures à 100 grammes avec lesquelles ils font le 5000, le 10 000 pistes ou le 5000 routes, ils sont incapables de le porter pour un demi-marathon. Et ils sont surtout incapables de les porter pour un marathon. Ils sont devenus trop dépendants des grosses chaussures et sont incapables de porter la chaussure que tout le monde sait est la plus performante.
Alors moi, j'ai des gars, après ça, qui ont changé leur paradigme et qui se sont dit, parfait, je vais augmenter le temps passé dans cette chaussure minimaliste pour finalement enchaîner des marathons sur route avec des chaussures à 100 grammes et à 50 ans, faire des meilleures performances, 2h30 à Boston, entre autres, un de mes patients. Et si ça te disait que plus tu vas dans le long, plus justement tu as besoin d'interface? Ce que tu viens de dire, tu reprends ton argument et tu te dis plus ça va dans le long, plus tu as besoin d'interface. C'est le cas de personnes qui sont plus lourdes par rapport à personnes qui sont moins lourdes. C'est le cas d'un coureur qui est en 2 heures par rapport à un coureur qui est en 4h30 au marathon. Est-ce que les ultramarathoniens, par exemple, les gens qui vont faire des 160 km, est-ce qu'ils sont aussi réactifs, aussi en rebond que des personnes qui sont sur la piste? C'est-à-dire qu'il y a un schéma d'adaptation collective à notre environnement qui font que d'une manière ou d'une autre, tu développes une stratégie plus en rebond et là, tu as intérêt à aller vers un schéma minimaliste ou une stratégie qui est plus enroulante et là, les gens te disent qu'ils préfèrent en fait avoir un schéma qui les aide à venir poser et puis enrouler. Donc, on retrouve toutes les typologies, toutes les manières de faire, mais toujours est-il qu'il y a un prisme qui se joue, qui fait que l'ensemble des éléments, on ne peut pas dire qu'un élément, à mon sens, serait meilleur que l'autre, c'est juste un rapport à qui je suis, à ce que je souhaite faire. Non, mais là-dessus, je te suis, mais moi, je pense qu'on a imposé des choses à l'être humain, entre autres avec la chaussure moderne, qui l'a rendu totalement dépendant de cet appendice. Oui, mais le risque, c'est qu'on fasse la même chose dans le schéma opposé. Mais en quoi c'est un problème qu'on fasse la même chose dans... Eh bien, on va produire les mêmes résultats. Des gens qui se blessent exactement parce qu'on a joué un excès et puis il y a le fils à papa qui s'est dit eh bien moi je vais me construire à l'opposé de papa, or il reste encore comme papa, il va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas anti-minimaliste, je préfère à titre personnel pas avoir trop d'interface. Donc simplement je viens pondérer parce qu'aujourd'hui tous les techniciens dans le monde disent ça et je pense que tous les techniciens sont en train d'imiter, ils sont en train d'amplifier un schéma. Aujourd'hui, le minimalisme, c'est 3% des coureurs, c'est 60% des gens qui viennent faire des formations. Donc on doit s'interroger quand même sur notre rôle, qui est un rôle d'amplification de quelque chose qui amène un schéma imitant par la majorité et qui va créer les mêmes soucis que ceux qu'on est en train d'évoquer de l'autre côté. Mais je suis d'accord avec toi, Cyril. J'ai juste un petit problème, c'est que là, il faut savoir qu'actuellement, c'est 90 à 95% des Français qui ne sont pas minimalistes, à qui on impose des grosses chaussures. Et ça, c'est actuellement un problème. Parce que, je ne sais pas si tu connais comment ça marche, mais c'est la même chose en Amérique du Nord, en France. Tu rentres dans un magasin et on te propose un choix de chaussures qui est maximaliste. Point final. On t'en apporte 3, c'est 3 chaussures maximalistes. Point final. Une marque dominante, elle regarde le marché, elle se dit s'il y a de plus en plus de gens, ils ont fait exactement la même chose avec la supination et puis avec la pronation, tu le sais comme moi, ils vont aller mettre les chaussures qui correspondent au marché qui est en train de se développer. Le marché qui est en train de se développer, c'est aussi des techniciens comme nous et puis vous qui allez le créer. Donc, c'est pas qu'ils imposent, eux, le terme préférence pour dire qu'on a plusieurs manières de faire. Les premières à avoir essayé de le poser, c'est L'Oréal, parce qu'ils s'étaient dit c'est super de dire les cheveux gras, les cheveux... Il se passe la même chose avec les chaussures. Les dominants, ils vont aller mettre, c'est-à-dire toutes les marques qu'on connaît, ils vont aller mettre l'ensemble des chaussures dont ils pensent que ça va faire du business, qu'elles soient minimalistes ou non minimalistes. Et oui, et est-ce qu'on ne nous impose pas donc les chaussures qu'on porte dans les pieds actuellement? Est-ce que vous pensez que 95% des Français qui courent avec des indices minimalistes de moins de 30% ont vraiment choisi leurs chaussures, autre que sur la couleur, le confort, dans un choix qui était déjà moins de 30% d'indices minimalistes? Mais est-ce qu'ils ont compris la biomécanique au sein du corps, l'intérêt de développer un corps particulier? Est-ce qu'ils ont compris ou est-ce qu'ils pensent... oublions un instant nos égos personnels, oublions un instant nous, pensons, c'est très à la mode, aux générations futures, et de se dire qu'est-ce qui serait plus profitable pour les générations futures. Se dire que là, nous, Européens, on est en train de se regarder le nombril avec les chaussures. Je vis au Maroc, à Casablanca. Tous n'ont pas des chaussures pour courir. Et ils vont courir avec un indice très très faible, comme dirait Blaise, et puis ou élevé, ou on va dire avec des chaussures sous fines et sans drop, sans problème particulier. Mais qu'est-ce qu'on souhaiterait pour nos enfants
quel corps souhaitons qu'il développe, sachant que plus vous allez mettre de l'armature au sein du pied, plus vous allez générer et atrophier sa musculature intrinsèque, et à l'inverse, plus vous le libérez, plus vous allez renforcer cette musculature-là, sachant que sommes-nous nés avec des chaussures ou... Mais là, c'est peut-être notre évolution, mais tout dépend si tu es lamarckien ou si tu es darwinien, en se disant, voilà, se dire qu'aujourd'hui, il y a eu une telle influence de notre société que nous sommes plus capables de marcher sans chaussures, ce qui n'est pas mon idée et ma pensée. Est-ce que nos prédécesseurs marchaient tous sur du béton? Alors,